Dans les années 70 et 80, l'investissement boursier est dominé par deux univers bien distincts. D'un côté, la spéculation à court terme, les tips, les rotations sectorielles, les paris macroéconomiques. De l'autre, une poignée d'investisseurs value isolés, héritiers de Benjamin Graham, souvent incompris et parfois marginalisés. Pour l'investisseur particulier qui souhaite investir sérieusement, rationnellement, sur le long terme, le constat est brutal. Les outils fiables sont rares, la recherche financière est soit biaisée par les banques, soit excessivement technique, soit tout simplement opaque. Et c'est dans ce contexte qu'un homme va changer durablement la manière d'investir. Joe Mansueto, un investisseur autodidacte, passionné par Warren Buffett et l'investissement long terme. Son idée est très simple et presque naïve, mais finalement très révolutionnaire. Et si on aidait les investisseurs à comprendre ce qu'ils possèdent vraiment? En 1984, il fonde Morningstar à Chicago avec une obsession: l'indépendance intellectuelle, la recherche fondamentale, un langage accessible et pédagogique, et surtout une vision résolument long terme. Même le nom Morningstar est un symbole, l'étoile du matin, celle qui guide, pas celle qui brille un instant avant de disparaître. Au fil des années, Morningstar devient bien plus qu'un simple fournisseur de notation. L'entreprise se transforme progressivement en un véritable temple de la recherche fondamentale. Elle ne se contente pas d'évaluer la performance passée, elle développe une approche bien plus ambitieuse et structurée. Elle analyse la qualité intrinsèque des entreprises, décortique leur modèle économique, estime leur valeur intrinsèque et surtout évalue la durabilité de leurs avantages compétitifs durables. À ce stade, Morningstar cesse d'être un simple site de notes. Elle devient une maison de pensée de l'investissement rationnel. Et c'est précisément à ce moment-là qu'entre en scène notre auteur du jour, Pat Dorsey. Pendant près de 15 ans, il dirige la recherche action chez Morningstar. Son apport est absolument central. Il va structurer, formaliser et populariser un concept devenu incontournable aujourd'hui, celui de l'avantage compétitif durable, aussi appelé MOAT par nos voisins anglais. Même si l'investissement reste en partie un art, Morningstar a tenté de rendre scientifique l'identification des entreprises de très grande qualité. Les avantages compétitifs durables sont ainsi devenus un pilier culturel chez Morningstar et un thème central dans les rapports de ses analystes. Et le petit livre que je vais résumer aujourd'hui, qui s'intitule « Le petit livre pour réussir en bourse », a été écrit par l'un de ceux qui ont le plus contribué à cette vision, Pat Dorsey lui-même. Pour rendre ce résumé aussi clair et pédagogique que possible, voici le plan que nous allons suivre ensemble. Première partie, nous essaierons de comprendre pourquoi les avantages compétitifs durables sont aussi importants pour un investissement à long terme. Deuxième partie, nous essaierons d'identifier les faux avantages compétitifs durables, avant d'étudier en troisième partie les vrais avantages compétitifs durables. Puis nous aborderons les méthodes pour identifier concrètement ces entreprises. Et enfin, nous étudierons les méthodes de calcul de la valeur intrinsèque. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Pourquoi Pat Dorsey et plus largement Morningstar sont-ils à ce point obsédés par les avantages compétitifs durables? Sur les marchés financiers, il existe en réalité de nombreuses façons de gagner de l'argent. On peut jouer au jeu de Wall Street, donc surveiller les tendances, anticiper les cycles, essayer de deviner quelles entreprises dépasseront les attentes des bénéfices chaque trimestre. Mais dans ce jeu-là, la concurrence est féroce et les erreurs se paient très vite. On peut aussi acheter des actions fortes, portées par des graphiques haussiers ou une croissance spectaculaire. Mais dans ce cas-là, on prend un risque majeur, celui de dépendre du prochain acheteur, prêt à payer encore plus cher que nous demain. A l'inverse, on peut aussi rechercher des actions très bon marché, sans trop se soucier de la qualité de l'entreprise sous-jacente. Mais alors, il faut accepter une réalité inconfortable. Certaines rebondiront violemment, tandis que d'autres resteront durablement bloquées à des niveaux très bas. Et puis, il existe une dernière approche, celle que défendent Morningstar et Pat Dorsey. Sans doute la plus simple en apparence, et pourtant la plus redoutablement efficace sur le long terme. Acheter de merveilleuses entreprises à un prix raisonnable et les laisser travailler pour vous pendant de longues années. C'est précisément cette stratégie qui a rendu Warren Buffett extraordinairement riche. Mais pour appliquer cette stratégie, il faut un ingrédient indispensable, une formule magique, des entreprises dotées d'un avantage compétitif durable. Mais alors pourquoi rechercher en priorité ce type d'entreprise? Parce que ce sont les seuls capables de générer des bénéfices stables, prévisibles et croissants sur le long terme. Ce sont les seuls qui peuvent tenir leurs concurrents à distance, les seuls capables de traverser les périodes de perturbation économique
sans voir leur modèle s'effondrer. Alors, à ce stade, peut-être que beaucoup d'entre vous se posent une question légitime. Pourquoi accorder autant d'importance à des bénéfices élevés sur de longues périodes? Eh bien, pour y répondre, prenons un peu de recul et revenons à l'essentiel. Le rôle fondamental d'une entreprise est extrêmement simple. Prendre le capital des investisseurs, vendre un produit ou un service à un client et générer un bénéfice à partir de ce capital. Une entreprise n'est rien d'autre qu'une grande machine économique. Elle collecte des capitaux, les investit, produit un bien ou un service et le vend à un ou plusieurs clients. Et une entreprise capable de dégager beaucoup de bénéfices par rapport au montant du capital qui lui est prêté, année après année, va augmenter sa valeur intrinsèque et donc va créer de la richesse d'une manière absolument prodigieuse. Le concept est simple, mais la difficulté est ailleurs. Le véritable défi consiste à identifier des entreprises qui ne sont pas seulement performantes aujourd'hui ou hier, mais qui le resteront très probablement pendant de nombreuses années encore. Et la question centrale auquel Pat Dorsey essaie de répondre dans ce livre est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est la suivante. Qu'est-ce qui empêche un concurrent intelligent, bien financé et motivé, de venir attaquer ce business? Et pour y répondre, il faut rechercher des caractéristiques structurelles bien précises, ce que Pat Dorsey appelle les avantages compétitifs durables. Ces avantages agissent comme des barrières de protection. Ils préservent les rendements élevés des meilleures entreprises du monde. Et si vous êtes capable d'identifier des entreprises disposant de véritables avantages concurrentiels et de les acheter à un prix raisonnable, alors vous pouvez construire un portefeuille de merveilleuses entreprises, un portefeuille qui augmentera considérablement vos chances de réussir en bourse sur le long terme. Et c'est précisément ce que nous allons apprendre à faire dans la suite de cette vidéo. Démarrons par considérer les faux avantages compétitifs durables. Parce que oui, pour bien identifier un avantage compétitif durable, il faut d'abord apprendre à éviter un piège fondamental, les faux avantages compétitifs durables. Ce sont des éléments qui ont l'air rassurants, parfois impressionnants, mais qui, dans les faits, ne protègent pas du tout une entreprise sur le long terme. Et Pat Dorsey en identifie 4 dans son ouvrage. Les grands produits, les grosses parts de marché, l'efficience opérationnelle et le bon management. Rentrons maintenant dans le détail de chacun de ces pièges. Un excellent produit n'est pas un avantage compétitif durable. L'histoire boursière regorge d'exemples d'entreprises adorées par les consommateurs, mais incapables de se défendre face à la concurrence. Prenez Chrysler dans les années 80. Le minivan a été un immense succès, mais ce succès a été rapidement copié et l'avantage s'est évaporé. Ou encore Krispy Kreme, des donuts délicieux certes, mais dès que la conjoncture économique se tend, le consommateur réduit sans effort ce type de dépenses. Aucun verrou. Même constat pour Tommy Hilfiger, marque iconique, image forte, jusqu'à une distribution trop agressive, qui a banalisé le produit. Résultat, la marque est passée de désirable à ordinaire et l'avantage s'est dissous. Et que dire de Pets.com et eToys, des pionniers du e-commerce, aujourd'hui réduits à de simples notes de bas de page de la bulle Internet. N'oubliez jamais ceci. Un grand produit attire l'attention, un avantage compétitif durable empêche les autres d'y entrer. Deuxième idée reçue, plus une entreprise est grande, plus elle est protégée. En réalité, être leader est souvent temporaire, surtout dans les secteurs très concurrentiels. Souvenez-vous de Kodak pour la photo, IBM pour les ordinateurs personnels, Netscape pour les navigateurs Internet, ou encore General Motors pour l'automobile. Toutes étaient dominantes. Et toutes ont vu une partie significative de leur marché leur échapper. Mais pourquoi? Parce que la taille seule ne crée pas de protection. Elle peut aider, bien sûr, mais elle n'est presque jamais la source première de l'avantage compétitif. Troisième faux ami, l'efficience opérationnelle. Produire mieux, plus vite, moins cher que les autres. C'est évidemment souhaitable. Certaines entreprises excellent dans l'exécution, dans l'offensive, dans la discipline. Mais sans barrière structurelle, cette efficience est copiable. Si la réussite d'une entreprise repose uniquement sur le fait qu'elle exécute mieux que ses concurrents, c'est souvent le signe qu'elle évolue dans un secteur étroit, très compétitif, où tout le monde est condamné à être excellent pour survivre. Être efficient, c'est une bonne stratégie, mais ce n'est pas un avantage compétitif durable, sauf si cette efficience repose sur quelque chose de non réplicable, comme un brevet, un actif unique ou une barrière réglementaire. Et ici, on pourrait penser à American Airlines ou encore Dell Technologies, qui sont des entreprises très efficientes, mais qui n'ont pas de réels avantages compétitifs durables.
Et enfin, dernier faux avantage compétitif durable, le management exceptionnel. On entend souvent ce dicton en investissement. Il faut parier sur le jockey, pas sur le cheval. Pat Dorsey nous dit que dans le monde, dans l'entreprise, ce raisonnement est très dangereux. Un poney, même monté par le meilleur jockey du monde, ne battra jamais un pur sang. En tant qu'investisseur, votre priorité doit être le cheval. L'entreprise elle-même, son modèle, ses protections structurelles. Pas le jockey, ce n'est qu'un simple dirigeant. Et pourquoi ? Parce qu'un management passe. Un avantage compétitif durable, lui, peut durer des décennies. Alors oui, certaines équipes dirigeantes brillantes ont réussi à créer un avantage compétitif, comme Warren Buffett et Charlie Munger. Mais l'idéal reste d'investir dans des entreprises si solidement protégées que même un management médiocre ne suffirait pas à détruire leur avantage. Comme le dit l'adage, vous pouvez mettre du rouge à lèvres à un cochon, il restera toujours un cochon. Si de bons produits, des parts de marché élevées, une structure efficiente ou des dirigeants brillants ne suffisent pas à identifier un véritable avantage compétitif durable, alors que faut-il réellement rechercher ? C'est précisément la question à laquelle répond Pat Dorsey. Selon lui, et plus largement selon l'approche développée chez Morningstar, les avantages compétitifs durables se regroupent en 4 grandes familles. Les actifs incorporels, les coûts de transfert, l'effet de réseau et l'avantage par les coûts. Commençons par les actifs incorporels. C'est une catégorie vaste, parfois perçue comme un fourre-tout, mais qui regroupe des éléments essentiels. Les marques, les brevets et les licences. Leur point commun est simple. Ils permettent à une entreprise d'occuper une position exceptionnelle sur son marché, difficilement attaquable par la concurrence. Prenons la marque. La marque crée un avantage concurrentiel uniquement si elle augmente la volonté du consommateur de payer, ou si elle augmente la captivité du client. Donc la prochaine fois que vous étudiez une entreprise qui, selon vous, possède ce genre d'avantage compétitif durable, avec la marque, demandez-vous si du jour au lendemain, elle est capable de faire payer plus cher ses clients pour le même produit que ses concurrents. Si ce n'est pas le cas, la marque ne vaut peut-être pas grand-chose. Prenons l'exemple d'Hermès International, qui est tout à fait capable de vendre son dernier sac à main Constance à 5 500 € plutôt qu'à 5 000 € sans nuire à son volume de vente. Puisqu'à l'heure actuelle, aucun client ne remettrait en cause la qualité de ce sac à main. Sauf qu'entre les deux, Hermès a fait plus 10% sur son chiffre d'affaires. Hermès peut faire payer plus cher que ses concurrents pour quasiment le même produit, simplement parce qu'elle vend ce produit sous une marque qui est elle-même adossée à une renommée historique, à un savoir-faire, à un certain niveau de qualité. Et cette marque constitue donc très vraisemblablement un formidable avantage concurrentiel. Mais attention, une marque est un actif fragile. Si elle perd son prestige, sa crédibilité ou la confiance de ses consommateurs, l'avantage disparaît. Et l'histoire économique regorge d'exemples d'entreprises autrefois dominantes dont la marque s'est lentement érodée. Encore plus puissant que les marques, il y a les brevets. Ils constituent une protection légale qui empêche les concurrents de copier une innovation. Alors certes, un brevet a une durée de vie limitée, et plus il est rentable, plus il sera attaqué juridiquement. Mais lorsqu'une entreprise possède non pas un brevet isolé, mais un vaste portefeuille adossé à une capacité d'innovation continue, le fossé devient redoutable. C'est exactement le cas de Johnson & Johnson, qui détient plus de 100 000 brevets à travers le monde. Détruire un tel portefeuille est pratiquement impossible. Et c'est pour cette raison que Morningstar n'accorde généralement un avantage concurrentiel fondé sur les brevets qu'aux entreprises disposant à la fois d'un large éventail de protections juridiques et d'un pipeline d'innovation crédible. Le troisième type d'actifs incorporels repose sur les licences et les agréments réglementaires. Ici, l'avantage compétitif ne vient pas de la technologie ou de la marque, mais de la loi. Certaines entreprises évoluent dans des secteurs où l'entrée est strictement contrôlée, voire verrouillée. En fait, c'est un peu comme une entreprise qui peut fixer ses prix comme un monopole, sans être régulée comme un monopole. C'est typiquement le cas des agences de notation financière comme Moody's ou S&P Global. Leur reconnaissance officielle par les régulateurs est indispensable au fonctionnement du système financier. Un nouvel entrant ne peut pas simplement être meilleur. Il doit être reconnu légalement, ce qui prend des années, voire des décennies. Comme le dit Pat Dorsey, quand la réglementation oblige les clients à utiliser vos services, vous n'avez plus besoin de vous battre sur le prix. Autre exemple que préfère Pat Dorsey et qui sont protégés par une licence ou plus particulièrement un agrément. Ce sont les entreprises que Pat Dorsey appelle les NIMBY, Not in my backyard.
En français, pas de ça chez moi. Il parle ici, par exemple, des collecteurs de déchets. La gestion des déchets repose sur une multitude de permis municipaux, d'autorisations environnementales et des contrats exclusifs. Ouvrir une nouvelle décharge prend parfois 20 ans, suscite une opposition politique massive et exige des investissements colossaux. Ces barrières bureaucratiques constituent un fossé bien plus durable que n'importe quelle innovation technologique. L'entreprise Waste Management est un parfait exemple de ce type d'avantage compétitif. Allez, passons à la deuxième catégorie d'avantages compétitifs durables. Ce sont les coûts de transfert. J'ai une question pour vous. À quand remonte la dernière fois que vous avez changé de banque ? À moins que vous veniez de déménager récemment, beaucoup d'entre vous me répondront que ça fait quand même un certain temps. Tout simplement parce que c'est extrêmement pénible de changer de compte. Et les banques ont un avantage concurrentiel via le coût de transfert. Un autre exemple que les banques, les entreprises comme Microsoft. Demander à une grande entreprise d'abandonner les outils Word, Excel et PowerPoint, ça va être très compliqué. Très compliqué. Les collaborateurs vont devoir se former à un nouveau logiciel, s'habituer. Et comme tous les clients et les fournisseurs utilisent eux-mêmes la suite Office Microsoft, c'est quasiment impossible. Microsoft est donc une entreprise qui a aussi une forme d'avantage compétitif durable via le coût de transfert. Vous l'avez compris, ces entreprises qui compliquent pour leurs clients l'utilisation d'un produit ou d'un service concurrent créent un coût de transfert et donc un avantage compétitif potentiellement très durable. Parce que si les clients sont moins enclins à changer, une entreprise peut faire payer plus cher, ce qui aide à maintenir des retours sur investissement très élevés. En tout cas, sachez que votre banque gagne beaucoup d'argent grâce au coût de transfert. Troisième moteur d'avantage compétitif durable, l'effet de réseau. Dans votre entourage, vous avez sans doute un ami ou un proche qui, sans trop d'efforts, lie une conversation étroite avec tous ceux qu'il rencontre. Vous savez, ce sont ces personnes qui connaissent un peu tout le monde et arrivent à faire un réseautage mieux que quiconque. Eh bien, ces gens se forgent d'importants réseaux de connaissances, ce qui les rend eux-mêmes intéressants à connaître parce qu'ils connaissent plus de monde. Et leur valeur sociale augmente à mesure qu'augmente le nombre de personnes qui font partie de leur réseau. Eh bien, les entreprises qui bénéficient de l'effet de réseau sont très similaires. C'est-à-dire que la valeur de leurs produits ou de leurs services augmente avec le nombre d'utilisateurs. Un bon exemple moderne d'avantage compétitif durable basé sur l'effet de réseau seraient les cartes de paiement American Express, Visa ou Mastercard. Plus les commerces acceptant votre carte sont nombreux, plus cette carte devient utile pour vous. Et, symétriquement, plus il y a de porteurs de cartes, plus les commerçants ont d'intérêt à les accepter. Ce cercle vertueux explique pourquoi les réseaux ont tendance à se concentrer autour de quelques acteurs dominants, et pourquoi il est extrêmement difficile pour un nouvel entrant de s'imposer. Il est important de noter que l'effet de réseau apparaît beaucoup plus fréquemment dans les activités fondées sur l'échange d'informations ou de connaissances que dans celles reposant sur les actifs physiques. L'information est ce que les économistes appellent un bien non concurrent. Elle peut être utilisée simultanément par un nombre illimité de personnes. Des millions d'utilisateurs peuvent payer avec leur carte American Express au même moment. A l'inverse, si vous achetez un bulldozer chez Caterpillar, vous serez le seul à pouvoir l'utiliser. C'est précisément cette capacité à se renforcer avec le nombre d'utilisateurs qui fait de l'effet de réseau l'un des avantages compétitifs durables les plus puissants, mais aussi l'un des plus rares. Alors jusqu'ici, les 3 premières sources d'avantages compétitifs durables que nous avons vues ensemble ont un point commun fondamental. Elles permettent à l'entreprise de faire payer plus cher ses produits ou ses services. Que ce soit grâce aux actifs intangibles, grâce au coût de transfert, grâce à l'effet de réseau, le pouvoir de fixation des prix est au cœur de la création de valeur. Mais il existe une troisième voie, tout aussi puissante, maintenir des prix comparables tout en produisant à des coûts structurellement plus bas que ceux des concurrents. Cette capacité à être durablement moins cher à produire augmente la rentabilité et constitue elle aussi un avantage compétitif solide. Dans cette catégorie, on peut citer des entreprises disposant de réseaux de distribution extrêmement étendus comme Coca-Cola, Pepsi ou encore Diageo. Leurs infrastructures logistiques, construites sur plusieurs décennies, sont presque impossibles à reproduire à grande échelle. Elles leur permettent de produire, de distribuer et de vendre à des coûts unitaires bien inférieurs à ceux des nouveaux entrants. Vous connaissez désormais les 4 grandes familles d'avantages compétitifs durables. Ce cadre va vous servir de boussole pour analyser les entreprises avec beaucoup plus de clarté. Mais retenez bien une chose avant de passer à la partie suivante. Les meilleures entreprises ne se contentent presque jamais d'un seul avantage à la fois. Bien souvent, elles en combinent plusieurs. Et c'est précisément cette superposition qui rend leur position quasiment inexpugnable.
Voyons maintenant comment identifier avec méthode et discernement les entreprises qui bénéficient d'un véritable avantage compétitif durable. La bonne nouvelle, c'est qu'en tant qu'investisseur particulier, le monde entier est à notre portée. C'est notre terrain de jeu. Nous ne sommes pas contraints d'investir dans tous les secteurs, ni de nous disperser. Nous sommes libres de choisir les entreprises que nous comprenons le mieux, les modèles économiques qui nous parlent, et d'ignorer sans regret ce qui est trop complexe, trop opaque, ou tout simplement incompatible avec notre façon de penser. Et cette liberté est précieuse, car tous les secteurs ne se valent pas lorsqu'il s'agit de construire un avantage concurrentiel durable. C'est d'ailleurs un point central de la philosophie de Pat Dorsey. Plutôt que de chercher laborieusement les rares gagnants dans les secteurs structurellement difficiles, il recommande de concentrer ses efforts là où les managers réussissent presque naturellement. Autrement dit, là où le modèle économique facilite la création de valeur, au lieu de la freiner. Les recherches menées par Morningstar vont exactement dans ce sens. Elles montrent que les avantages compétitifs les plus larges et les plus durables se concentrent très souvent dans deux grandes familles de secteurs. Les services financiers et les biens de consommation. Dans les services financiers, des acteurs comme Goldman Sachs, Bank of America, S&P Global, Moody's, Visa ou Mastercard bénéficient des barrières réglementaires, de réseaux ou de standards quasi incontournables. Et dans les biens de consommation, le terrain de jeu favori de Warren Buffett, on retrouve les entreprises capables de traverser des décennies sans perdre leur pouvoir de fixation des prix. Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Nestlé ou encore Unilever. Comprendre cela, c'est déjà prendre une longueur d'avance. Car avant même d'analyser une entreprise, le choix du secteur conditionne fortement la probabilité de tomber sur un avantage compétitif durable. Du moins, au début de votre phase de construction de portefeuille. Après, les autres secteurs ne sont pas dénués d'entreprises pouvant créer des avantages compétitifs durables. Mais il faut savoir s'orienter vers les bons sous-secteurs. Car un investissement, choisir le bon terrain est souvent aussi important que choisir la bonne entreprise. Une fois que l'on sait dans quel lac aller pêcher, encore faut-il sortir la canne et analyser sérieusement ce que l'on a en face de nous. À ce stade, la question devient beaucoup plus précise. L'entreprise que nous étudions possède-t-elle un avantage compétitif nul, limité ou étendu ? Dans le petit livre pour réussir en bourse, Pat Dorsey propose une carte mentale extrêmement utile pour répondre à cette question. Cette grille d'analyse permet de déterminer si l'entreprise dispose ou non d'un avantage concurrentiel durable, et dans la ligne droite de l'approche de Morningstar, d'attribuer une note à l'avantage compétitif durable. Nul, limité ou étendu. C'est selon moi l'une des parties les plus importantes du livre, à tel point que je prévois de consacrer une vidéo entière, indépendante, exclusivement à cette méthode. Elle mérite clairement une analyse approfondie. Mais pour ne pas vous laisser sur votre faim, je vais quand même vous présenter ici la première brique fondamentale de cette carte mentale. La première chose à examiner lorsqu'on analyse une entreprise, c'est tout simplement sa rentabilité. Autrement dit, quel niveau de profit l'entreprise génère-t-elle par rapport au capital qui lui est confié ? C'est une question très simple en apparence, mais d'un point de vue financier, c'est probablement la clé la plus puissante pour distinguer les excellentes entreprises des entreprises simplement moyennes. Pat Dorsey est d'ailleurs très clair sur ce point. Selon lui, le rôle le plus important d'un PDG n'est ni l'innovation, ni la communication, ni même la croissance. Mais une seule chose, maintenir des retours sur investissement élevés dans le temps. Point final. Et pour répondre à cette première question essentielle, Pat Dorsey recommande de s'appuyer sur 3 indicateurs de rentabilité fondamentaux. Le ROA, le ROE et le ROIC. Ce sont eux qui vont vous permettre d'évaluer si l'entreprise crée réellement de la valeur avec le capital qu'elle emploie. Ou si au contraire, elle se contente de tourner sans véritable avantage compétitif. Le ROA, c'est le Return on Asset, le résultat net divisé par le total des actifs. Il mesure le profit qu'une entreprise génère pour chaque euro d'actifs qu'elle contrôle. Autrement dit, si l'entreprise n'était qu'un simple empilement d'actifs, c'est ce ratio qui nous dirait à quel point elle les exploite efficacement. C'est un excellent point de départ car il permet de comparer les entreprises indépendamment de leur structure financière. Et selon Pat Dorsey, un ROA durablement supérieur à 7% est souvent le signe qu'une entreprise bénéficie déjà d'un avantage compétitif réel. Il y a ensuite le ROE, le Return on Equity, donc le résultat net divisé par le total des capitaux propres. Le ROE mesure la rentabilité d'un point de vue de l'actionnaire, combien de bénéfices l'entreprise génère pour chaque euro de capitaux propres investis. C'est une mesure centrale, car elle reflète l'efficacité avec laquelle le management utilise l'argent des actionnaires. Mais attention, le ROE peut être artificiellement gonflé par l'endettement. Et oui, les capitaux propres, c'est aussi la différence entre le total des actifs et le total des passifs.
En augmentant la dette, une entreprise réduit mécaniquement ses capitaux propres, ce qui peut faire grimper le ROE, sans que la rentabilité économique réelle ne s'améliore. Et c'est notamment pour cette raison que les banques affichent souvent des ROE très élevés. Pour autant, Pat Dorsey considère qu'un ROE supérieur à 15%, observé de manière régulière, reste un signal fort de qualité. Et il y a enfin le ROIC, le Return on Invested Capital. Le ROIC est souvent considéré comme le meilleur indicateur de qualité. Il mesure le rendement de l'ensemble du capital réellement investi dans l'entreprise, qu'il provienne des actionnaires ou des créanciers, tout en neutralisant les effets trompeurs du levier financier. Laissez-moi vous proposer la formule qui est le plus couramment utilisée chez Morningstar. Le ROIC, c'est égal à l'EBIT, donc le résultat opérationnel, que multiplie 1 moins le taux d'imposition, le tout divisé par les capitaux propres, plus les dettes financières, moins la trésorerie et les équivalents. C'est en quelque sorte la synthèse la plus propre du ROA et du ROE. Un ROIC durablement supérieur à 10% indique généralement que l'entreprise crée de la valeur et dispose d'un avantage compétitif solide. Ces trois ratios délivrent au fond la même information, mais sous des angles complémentaires. Et lorsqu'une entreprise parvient, année après année, à afficher un ROA supérieur à 7%, un ROE supérieur à 15% et un ROIC supérieur à 10%, alors nous pouvons répondre positivement à la première grande question de notre analyse. Oui, cette entreprise possède d'un point de vue quantitatif un avantage compétitif durable. Et pour finir ce résumé, il reste une dernière question, tout aussi essentielle. Comment calculer la valeur intrinsèque de l'entreprise que vous analysez? Je vais vous le répéter sans cesse sur cette chaîne. Même la meilleure entreprise du monde peut plomber votre portefeuille si vous la payez trop cher. Si investir se résumait simplement à identifier des entreprises formidables dotées d'avantages concurrentiels durables, gagner de l'argent en bourse serait beaucoup plus facile, et ce livre serait déjà terminé. Mais la réalité est tout autre. Le prix que vous payez aujourd'hui pour une action joue un rôle déterminant dans vos rendements futurs. Une excellente entreprise achetée au mauvais prix reste un mauvais investissement. C'est précisément pour cette raison que Pat Dorsey insiste sur une discipline fondamentale, savoir attendre. Attendre que le marché vous offre ces entreprises de grande qualité à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque. Et lorsque cette opportunité se présente, lorsque la décote offre une véritable marge de sécurité, alors il faut savoir agir avec conviction, sans précipitation, mais sans hésitation non plus. Alors pour estimer la valeur intrinsèque d'une entreprise, il faut d'abord répondre à une question en apparence très simple. Qu'est-ce que la valeur intrinsèque? Et sur ce point, Pat Dorsey donne exactement la même réponse que Warren Buffett et Charlie Munger. La valeur intrinsèque d'une entreprise, c'est la somme de tout l'argent qu'elle générera dans le futur. Rien de plus, rien de moins. Autrement dit, c'est la somme actualisée des flux de trésorerie futurs. Avec cette définition en tête, vous comprenez immédiatement une chose essentielle. Personne ne peut calculer la valeur intrinsèque avec une précision parfaite. Ce n'est pas une science exacte, c'est une estimation. Mais en réalité, ce n'est pas un problème, car l'objectif n'est pas d'obtenir un chiffre parfaitement juste. L'objectif est simplement de savoir si le prix actuel de l'action est inférieur à votre estimation la plus probable de la valeur de l'entreprise. Et pour comprendre d'où viennent ces flux de trésorerie, il faut revenir à la façon dont une entreprise crée réellement de la valeur. Une entreprise crée de la valeur en investissement du capital et en générant un rendement sur ce capital investi. Une partie de l'argent qu'elle génère sert à payer ses frais d'exploitation, une autre partie est réinvestie pour faire croître l'activité. Et ce qui reste, c'est ce qu'on appelle le free cash flow. Et le free cash flow est un concept absolument fondamental. Il est d'ailleurs souvent appelé le bénéfice du propriétaire. Et pourquoi? Parce que c'est très concrètement l'argent qui pourrait être retiré chaque année par les actionnaires sans nuire au fonctionnement ni à la croissance de l'entreprise. C'est cette capacité à générer du free cash flow d'une manière durable et prévisible qui constitue le cœur même de la valeur intrinsèque. Faisons le parallèle avec le propriétaire d'un immeuble qui loue des logements de sa propriété. Chaque année, il touche des loyers. C'est en fait son chiffre d'affaires. Chaque année, il doit aussi rembourser son emprunt, payer quelques frais d'entretien, effectuer quelques réparations ponctuelles. Et ce qui lui reste à la fin, c'est en fait son free cash flow, son flux de trésorerie disponible. Voilà ce qui pourrait déterminer la valeur intrinsèque de son bien immobilier. C'est l'argent que le loueur gagne net à la fin de chaque année, puisque cet argent pourrait être déposé sur un compte bancaire, dépensé pour d'agréables vacances aux Seychelles, ou utilisé pour acheter un autre immeuble d'appartement. Mais quelle que soit la façon dont le propriétaire utilisera cet argent, ce n'est pas celui dont il a besoin pour faire fonctionner son immeuble. Mais attention et attention. Lorsque l'on cherche à identifier
ou même simplement à approximer la valeur intrinsèque d'une entreprise, tout ne se résume pas à un seul chiffre. En réalité, 4 facteurs fondamentaux entrent en jeu. D'abord, combien d'argent l'entreprise sera capable de générer dans le futur? C'est la question de la croissance. Ensuite, le degré de certitude associé à ces flux de trésorerie futurs, autrement dit le risque. À quel point ces cash flows sont-ils prévisibles et fiables? Troisièmement, l'investissement nécessaire pour faire fonctionner et développer l'entreprise. C'est là qu'intervient le retour sur investissement, ou la capacité de l'entreprise à générer beaucoup de cash avec peu de capital. Et enfin, quatrième facteur, et sans doute l'un des plus importants, la durée pendant laquelle l'entreprise pourra tenir ses concurrents à distance. C'est ce qu'on appelle l'avantage compétitif durable. Reprenons maintenant l'autre exemple du propriétaire d'immeuble. Si son immeuble est situé dans une zone tendue, il pourra plus facilement augmenter ses loyers au fil des années. Cela correspond à un potentiel de croissance plus élevé. Si l'immeuble est occupé par des jeunes cadres en CDI, ses revenus seront beaucoup plus prévisibles que s'il est loué à des étudiants. Là, on parle de certitude des cash flows, donc de risque plus faible. Si l'immeuble est neuf, les investissements nécessaires seront limités par rapport à un immeuble ancien, qui nécessite régulièrement des travaux. Cela améliore le retour sur investissement. Et enfin, si cet immeuble est le dernier à avoir été construit avant qu'un arrêté préfectoral n'interdise toute nouvelle construction dans la zone, alors l'immeuble dispose d'un avantage compétitif. Une offre rare, protégée, difficile à reproduire. Et c'est exactement cette combinaison croissance, visibilité, efficacité du capital et avantage concurrentiel qui permet d'estimer de manière raisonnable la valeur intrinsèque d'un actif, qu'il s'agisse d'un immeuble ou d'une entreprise. Chers investisseurs, vous venez d'acquérir les concepts les plus importants qui sous-tendent la valorisation de toute entreprise. Retenez bien ces 4 piliers fondamentaux. Permettez-moi de vous les répéter encore. D'abord, la probabilité que les cash flows futurs se matérialisent réellement. Ensuite, leur niveau d'évolution dans le temps, autrement dit la croissance. Troisièmement, le montant des investissements nécessaires pour que l'entreprise continue de fonctionner et de se développer. Et enfin, la durée pendant laquelle l'entreprise sera capable de générer des profits excédentaires grâce à son avantage compétitif durable. Gardez toujours ces 4 facteurs en tête lorsque vous utilisez des multiples financiers ou tout autre outil de valorisation, que ce soit dans cette vidéo ou dans ceux que nous développerons sur la chaîne Page et Liberté. Les outils de valorisation ne sont que des raccourcis. Ces principes, eux, ce sont les fondations. Voyons maintenant les 3 méthodes d'approximation de la valeur intrinsèque utilisées par Morningstar et présentées dans le livre de Pat Dorsey. Il y a les multiples de valorisation, les rendements alternatifs et le cash return. Pour ce qui est des multiples de valorisation, Pat Dorsey recommande l'utilisation de 4 ratios principaux. Le price to sales, le price to book, le price to earnings et enfin le price to free cash flow, qui est d'ailleurs son ratio préféré. Le plus simple et le plus basique, c'est le price to sales ratio. Il met en relation le cours de l'action avec le chiffre d'affaires de l'entreprise. Son principal avantage, c'est que toutes les entreprises ont un chiffre d'affaires, même lorsqu'elles traversent une période difficile ou affichent temporairement des pertes. Cela rend ce ratio particulièrement utile pour les entreprises cycliques ou celles qui rencontrent des difficultés temporaires. En revanche, ce ratio a une limite importante. Il ne tient absolument pas compte de la rentabilité. Il se concentre uniquement sur les ventes, pas sur ce que l'entreprise en retire réellement. Pat Dorsey recommande donc de l'utiliser en priorité pour les entreprises qui ont structurellement des marges faibles ou un fort potentiel d'amélioration de leurs marges. Et pour conserver une marge de sécurité, on peut se fixer de manière générale un seuil de 2. Le deuxième multiple, c'est le price to book ratio, c'est-à-dire le rapport entre le cours de l'action et la valeur comptable, aussi appelée les capitaux propres. La valeur comptable représente le capital investi dans l'entreprise. Ce ratio est intéressant parce que si les bénéfices et les cash flows futurs s'avèrent décevants, les actifs physiques de l'entreprise conservent une valeur plus tangible et plus certaine. Mais ce ratio comporte plusieurs pièges. Le principal, c'est le goodwill, qui apparaît lorsqu'une entreprise en rachète une autre. Vous savez, le goodwill, c'est la différence entre le prix payé et la valeur comptable des actifs acquis. Il gonfle artificiellement la valeur comptable, ce qui fait mécaniquement baisser le price to book ratio, sans que cela reflète une véritable décote économique. C'est pourquoi le price to book est surtout pertinent dans les secteurs où les actifs sont très liquides et faciles à évaluer. C'est typiquement le cas des services financiers. Les prêts inscrits au bilan d'une banque, par exemple, sont généralement simples à valoriser, ce qui fait de la valeur comptable une bonne approximation de la valeur réelle. Là encore, on pourrait se fixer le seuil de 2 afin de s'assurer d'acheter avec une marge de sécurité. Le troisième multiple, et sans doute le plus connu, c'est le price to earnings ratio, le fameux PER. Sa difficulté vient du fait qu'il existe de nombreuses façons de le calculer. Il y a des PER basés sur les bénéfices de la dernière année fiscale,
ceux de l'année fiscale en cours, ceux de l'année calendaire, ceux des 4 derniers trimestres glissants, ou encore ceux des bénéfices estimés pour l'année à venir. Le point clé ici, c'est de toujours aborder les bénéfices prévisionnels avec prudence. Ces chiffres reposent sur des estimations consensuelles d'analystes, qui ont historiquement tendance à être trop optimistes. C'est pourquoi le PER est surtout utile en comparaison, avec un concurrent direct, avec la moyenne du secteur, avec le marché dans son ensemble, ou avec la même entreprise à différents moments de son histoire. Dans une logique de marge de sécurité, on pourrait raisonnablement se fixer un seuil autour de 15. Et enfin, le ratio préféré de Pat Dorsey, c'est le price to free cash flow. Ce ratio compare le cours de l'action avec le cash flow libre, c'est-à-dire l'argent qui entre et sort réellement de l'entreprise. Alors pourquoi il est si important ? Parce que le bénéfice comptable est soumis à de nombreux ajustements, notamment les amortissements, et peut être donc facilement manipulé. Le cash flow, lui, reflète beaucoup mieux la réalité économique. Il intègre également de manière indirecte l'efficience du capital. Les entreprises qui ont besoin de peu de fonds de roulement ou de peu d'investissement pour croître génèrent généralement plus de free cash flow que de bénéfices comptables. Et de manière générale, on peut essayer de viser un price to free cash flow inférieur à 12 pour conserver une marge de sécurité satisfaisante. Avec ces 4 multiples de valorisation, vous disposez déjà d'une première boîte à outils solide pour analyser le prix d'une entreprise. Et ce n'est que le début. Passons maintenant au deuxième grand outil, les méthodes de valorisation basées sur les rendements alternatifs. Pour cette méthode, le raisonnement est très simple. Il s'agit tout simplement de comparer le rendement que vous offre une action avec celui d'un rendement obligataire assuré. Pour bien comprendre cette logique, vous pouvez d'ailleurs vous référer à ma précédente vidéo dans laquelle je montre comment Warren Buffett utilise exactement ce raisonnement pour estimer la valeur intrinsèque d'une entreprise. Et généralement, ce que fait Pat Dorsey, c'est inverser le PER pour obtenir le rendement obtenu de votre action. Prenons un exemple très concret. Si une action se négocie avec un PER de 20, alors l'inverse du PER, c'est 1 sur 20, ce qui donne 5%. Cela signifie que l'action offre un rendement bénéficiaire de 5%. Maintenant, comparons ce chiffre à une alternative sans risque. Si au même moment, les bons du Trésor à 10 ans se négocient autour de 4%, alors cette action offre un rendement supérieur au taux obligataire du moment. Autrement dit, à prix égal, le marché vous rémunère davantage pour détenir l'action que pour prêter votre argent à l'État. Et c'est précisément ce type de comparaison qui permet d'avoir un premier repère simple et rationnel pour juger si une action est chère ou raisonnablement valorisée. Et Pat Dorsey aime compléter cette deuxième méthode avec une troisième et dernière, qu'il aime beaucoup, appelée le cash return, ou le retour sur trésorerie. C'est en fait tout le flux de trésorerie disponible que vous obtiendrez si vous achetiez une entreprise et remboursiez toutes ses dettes. Le cash return, c'est le flux de trésorerie disponible, plus les frais financiers nets, divisé par la capitalisation boursière, plus la dette à long terme, moins le cash sur le bilan. Et si ce rendement est proche de 10%, ça devient très intéressant d'un point de vue marge de sécurité. Chers investisseurs, j'espère avoir été fidèle à l'objectif de ce livre. Vous aider à devenir plus exigeant et plus précis dans l'identification des avantages concurrentiels. Ce livre est relativement court, mais si vous le lisez attentivement, je suis convaincu qu'il vous permettra de bâtir une base solide pour prendre des décisions d'investissement plus intelligentes, plus rationnelles et plus disciplinées. Et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin et découvrir en détail les parties que je n'ai pas pu aborder ici, par exemple dans quel sous-secteur rechercher en priorité les entreprises dotées d'un avantage concurrentiel, ou encore quand vendre une entreprise même lorsqu'elle possède un avantage concurrentiel, alors je vous invite à vous procurer le livre via le lien en description et à vous plonger pleinement dans la pensée de Pat Dorsey. Je vous souhaite sincèrement beaucoup de succès dans vos investissements et j'espère que vous avez apprécié ce résumé. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne Page et Liberté.